Donc comment fonctionne concrètement le processus de résolution de nom? Donc ici j'ai sur cette diapositive les différents acteurs qui vont être impliqués dans une résolution de nom. Imaginons qu'on a un utilisateur A, un étudiant qui est en salle Maurienne sur la machine 192.168.176.110 et cet utilisateur sur A saisit dans son navigateur l'adresse IP http://wcentos.org. La machine A a été configurée en principe par le serveur DHCP qui lui a indiqué donc son adresse IP, son masque, la passerelle et entre autres le serveur DNS à utiliser qui est le serveur DNS de l'Université de Savoie ici 193.48.120.32. Donc lorsque l'utilisateur tape www.centos.org, la machine va envoyer une requête de résolution de nom au serveur DNS donc 193.48.120.32 lui demandant: connais-tu l'adresse IP de la machine www.centos.org? Le serveur DNS va dans un premier temps regarder dans son cache s'il a l'information. Imaginons qu'il n'ait pas l'information dans son cache parce que personne n'aurait déjà fait cette même demande de résolution de nom. Et donc il va demander à un des serveurs racines l'information. Donc ici on a les serveurs racines qui gèrent donc la zone racine. Que contiennent les serveurs racines? Ils contiennent uniquement le nom et adresse IP des serveurs qui gèrent entre autres les domaines .com, .org, .fr, .de, .it, .uk et ainsi de suite. Donc la liste des serveurs de top level domaine. Donc ici, lorsque 193.48.120.32 pose la question: connais-tu l'adresse IP de www.centos.org à un des serveurs racines, le serveur racine va lui dire: je ne connais pas www.centos.org, mais je connais une machine qui va pouvoir te renseigner, c'est une des machines qui gère .org. Question que l'on est en droit de se poser: comment le serveur 193.48.120.32 connaît la liste des serveurs racines? Cette information, donc la liste des serveurs racines, a été inscrite en dur dans un fichier lorsque l'administrateur a installé le serveur DNS de l'Université de Savoie. À savoir que ces serveurs racines, je crois qu'il y en a une trentaine dans le monde, et cette liste, elle change très très peu. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez fixe, et donc tous les jours on ne change pas les serveurs racines. Donc, lors de la réponse 3, un des serveurs racines renvoie la réponse: je ne connais pas centos.org, mais je connais ici le nom d'une machine qui sert.org. Ici, mettons, ça serait a0.org.affilias-nst.org, et il connaît aussi l'adresse IP 199.19.56.1 de cette machine. Donc le serveur DNS de l'Université de Savoie contacte une machine qui gère le domaine.org et lui demande: connais-tu www.centos.org? La machine va répondre, elle dit: je ne connais pas www.centos.org, je ne connais pas cette adresse-là. Par contre, je peux te donner la liste de tous les serveurs DNS qui gèrent centos.org, donc il donne à la fois le nom et l'adresse IP de ces serveurs. Ici, entre autres, il y a deux serveurs qui gèrent centos.org, qui gèrent le domaine centos.org. Il y a le premier serveur qui s'appelle ns1.centos.org, le deuxième serveur qui s'appelle ns3.centos.org, et il fournit ces deux informations. Le serveur de l'Université de Savoie décide de contacter un des deux serveurs, un peu au hasard. Il contacte ici ns1centos.org en lui demandant: connais-tu www.centos.org? Bien évidemment, ns1centos.org est configuré correctement et connaît l'adresse IP de www.centos.org. Donc il renvoie l'information ici: www.centos.org pour adresse IP 85.12.30.227. Le serveur DNS de l'Université de Savoie récupère cette information, la stocke dans son cache et la fait suivre à la machine au processus de résolution de DNS qui tourne sur la machine A. Après, le navigateur envoie une requête DNS à la machine 85.12.30.227 lui demandant d'afficher la page web correspondante. Donc le processus de résolution ici est détaillé dans la diapo suivante. Donc la machine A envoie une RQT pour requête, une requête DNS: quelle est l'adresse IP de la machine s'appelant www.centos.org. 193.48.120.32, le serveur
de l'université de Savoie cherche dans son cas, ne trouve pas de réponse, va contacter un des serveurs racines. Le serveur racine ne connaît pas la réponse mais renvoie l'adresse IP d'un des serveurs TLD faisant autorité sur le domaine .org, et ainsi de suite. Quelque chose que je n'ai pas détaillé, c'est ici, on a dit que lorsque le serveur DNS ns1.centos.org renvoyait l'information, il renvoie quoi comme information? www.centos.org a pour adresse IP 85.12.30.227. J'ai dit le serveur DNS allait mettre cette information dans le cache. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est pendant combien de temps le serveur DNS de l'Université de Savoie, ici, va garder cette information dans le cache. Et bien c'est une information que va lui fournir ns1.centos.org. ns1.centos.org, c'est lui qui lui dit attention, l'information que je te donne, tu vas pouvoir la garder tant de temps dans le cache. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'administrateur de CentOS.org qui sait quelle est la pérennité de cette information. Si je prends un exemple, imaginons que l'administrateur de CentOS.org ait décidé de faire migrer son serveur web, donc le serveur www.centos.org, vers une autre machine, vers une autre adresse IP. Imaginons que le serveur DNS de l'Université de Savoie, il est toujours l'information, mais dans un cache pour une durée qui serait fixe. Imaginons qu'on prendrait, mettons, 4 heures de durée de cache. Lorsque l'administrateur de CentOS.org fait migrer sa machine, si on a une durée fixe dans le cache, on aurait pendant 4 heures le serveur www.centos.org qui serait potentiellement injoignable. Si par contre c'est l'administrateur qui gère la durée pendant laquelle le serveur DNS de l'Université de Savoie garde l'information dans son cache, dans ce cadre-là, lorsque l'administrateur va faire migrer son serveur, il va diminuer progressivement la durée pendant laquelle les serveurs DNS doivent garder l'information dans la cache. Il va, mettons, mettre 10 minutes. Et il sait qu'au bout de 10 minutes, les informations du cache de tous les serveurs auront expiré, ils contacteront le bon serveur. Donc là, j'ai un peu forcé les traits, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. De manière générale, en principe, les informations sont dans le cache pendant une durée de une vingtaine de jours. Et c'est lorsque l'on va changer l'adresse IP du serveur que l'on va diminuer cette période. Pourquoi un serveur doit garder une information une vingtaine de jours, de manière générale? Principalement pour éviter qu'il y ait trop de requêtes sur le serveur DNS, et donc pour éviter de l'encombrer.